Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'avoir été invité à participer à cette journée scientifique et j'en remercie tous les organisateurs et tous les acteurs. Alors, je vais très rapidement me présenter. Je m'appelle Jérôme Frigou, je suis enseignant en STAPS à l'Université Paris-Créteil. Je suis chercheur associé au laboratoire LIRTES et qualifié maître de conférence. Je vais vous faire une présentation sur l'économie des Jeux Olympiques, une économie qui est connue depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années, qui a vécu un virage en 1984 sur la question de l'intégration des athlètes professionnels. Mais au préalable, j'aimerais revenir sur base, comme on dit en baseball, et travailler sur une petite définition intéressante de M. Bachelard sur la question de l'approche scientifique. La connaissance scientifique s'appuie sur un travail de rectification de nos sensations, de nos intuitions premières. Rien n'est évident ni admis d'emblée. Il semble pourtant qu'accueillir les Jeux Olympiques soit d'emblée admis comme un enrichissement, le grossissement de la population sportive, l'amélioration des facteurs de santé. Certains de ces éléments, certaines de ces hypothèses sont peut-être vraies ou pas. Alors, qui dit économie dit la définir. Si je cite M. Parikh en 2022, l'économie, c'est l'organisation sociale de la satiété des besoins. Et enfin, si je reprends Bachelard, une hypothèse scientifique qui ne peut se heurter à aucune contradiction n'est pas loin d'être une hypothèse inutile. Aussi, la question que je me pose, c'est: les Jeux Olympiques participent-ils à l'organisation sociale de la satiété des besoins? Donc ma présentation commence par cet héritage. Effectivement, tout nous vient de la Grèce antique, 776 avant Jésus-Christ, et puis la reprise des Jeux modernes sur l'impulsion de M. Pierre de Coubertin, le stade panathénaïque d'Athènes qui avait utilisé et durant l'Antiquité et durant les Jeux modernes, et enfin, bien sûr, l'arrivée des Jeux à Paris pour la seconde édition en 2024. Les Jeux Olympiques, on peut les qualifier de méga-projets. Dans la littérature scientifique, un méga-projet, c'est quelque chose qui s'exprime en milliards, qui prend un temps long d'exécution et qui pose un certain nombre de problématiques managériales et organisationnelles. Alors, des méga-projets, il en existe beaucoup dans la littérature scientifique, depuis la construction de ce pont qui a été un ouvrage titanesque à réaliser d'un point de vue organisationnel, managérial, budgétaire et temporel. Les Jeux Olympiques ne sont ni plus ni moins que l'expression d'un méga-projet. Alors les Jeux Olympiques se veulent une activité culturelle qui passe par les usages du corps, la rencontre de la jeunesse du monde à travers ses cultures, à travers ses cultes. Et dans cette rencontre, il y a bien sûr le phénomène compétitif. Donc vous avez au cœur de ce schéma présenté par le CIO dans le cadre de ses ouvrages, vous avez l'ensemble des éléments relatifs au sport. Et on voit que sur des cercles concentriques et ou excentriques se situe aussi la main-d'œuvre, le grand public, les spectateurs, les médias. Si pour le CIO, les Jeux Olympiques, c'est tout cela, et c'est aussi l'héritage, il est donc évident que d'un point de vue économique, l'ensemble des éléments qui participent de ces dépenses font partie du budget et ne peuvent pas être mis à l'écart, tel qu'on nous le présente actuellement et tel que l'analyse très bien un grand chercheur français, M. Vladimir Andreev. Alors nous avons sur l'économie des Jeux Olympiques une problématique de départ. C'est-à-dire que quand on s'est aligné sur la course, sur la volonté d'un chef d'État en 2015 et contre l'avis de la maire de Paris, si on reprend les déclarations de presse de l'époque, et si on reprend les dossiers de candidature, on voit deux budgets distincts. À gauche, on trouve le projet présenté à Lima et soutenu par le chef d'État et la ministre des Sports de l'époque, et on voit écrit, page 133 du document, que le budget va s'exprimer à 4 et quelques milliards de dollars qui, ramené à l'euro, sur l'époque actuelle, nous fait 3,999 milliards. Et on a un projet de loi de finances, page 15, qui, présenté à droite et voté à l'Assemblée nationale par les élus du peuple, se monte à 6 milliards. On a donc d'emblée une problématique entre le dossier présenté à Lima, 4 milliards, et le dossier présenté aux députés, à 6 milliards. Alors bien évidemment, ce diaporama est à disposition de tous. Dans la revue Jurisport qui est ici, et dans le numéro 201, j'avais déjà fait une publication donc, sur l'année concernée d'un petit travail qui amorçait cette problématique
budgétaires, d'enchères, entre des phénomènes concurrentiels entre villes, et se poser la question donc, de se demander où vient cette problématique. Une nouvelle publication verra le jour cette année dans la revue Olympica, une des revues de recherche du mouvement olympique. Alors peut-être que la problématique de départ, c'est le contrat de ville et la problématique des partenariats publics-privés. Peut-être. En tout cas, c'est une hypothèse que j'avais émise en 2019. Le CIO étudie les dossiers de candidature sur la base de 4 principes. Ensuite, le contrat de ville est monté entre la ville d'accueil et le Comité international olympique, qui, je vous le rappelle, est basé en Suisse, se fonde sur le droit suisse. Et dans le cadre de ce contrat de ville, il est prévu sur un certain nombre d'articles qu'il n'y aura pas de limite des sommes à dépenser, mais que le CIO lui-même limite ses dépenses à un montant à peu près équivalent à 1,5 milliard sur les X milliards que vont composer ce budget. Et étant donné que nous avons des acteurs publics, une collectivité territoriale, la métropole du Grand Paris, d'autres acteurs publics, l'État et son ministère des Sports, et bien sûr l'Assemblée nationale qui vote un projet de loi de finances dédié chaque année à des dépenses olympiques, se construit un partenariat aussi privé avec le CIO et d'autres investisseurs. Or, on sait depuis la crise des subprimes que la Cour des comptes et l'Union européenne ne recommandent pas l'usage des PPP. Alors voici un petit panorama qui présente sur une dizaine d'Olympiades des coûts prévus et des coûts réels. Si on prend par exemple l'analyse de Tokyo, on ne peut pas simplement imputer à la Covid-19 le fait d'avoir multiplié le budget, car avant la Covid-19, le budget était déjà multiplié par 5. Quant à la ville de Paris, se pose la question donc du budget de départ, est-il de 3,999 ou de 6 milliards? Et actuellement, selon des personnes comme M. Frédéric Vial ou encore M. Vattiez, journaliste d'investigation, nous aurions dépassé les 12,6 milliards, et ce depuis 2021. Le chef d'État lui-même vient d'écrire dans France Info, suite à une interview il y a moins d'une dizaine de jours, que nous étions déjà à 9 milliards de dépenses officiellement et que nous dépasserions les 10. Donc, cette problématique qui semble une problématique systémique et qui se répète a-t-elle des origines particulières? Alors, on pourrait, par exemple, cibler une dépense spécifique, la sécurité. La sécurité qui fait couler beaucoup d'encre. Nous savons, par exemple, que la sécurité des Jeux de Sotchi a coûté à l'État russe 1,4 milliard des dépenses de l'époque. Nous le savons depuis 2014. Depuis 2014, je fais un cours en gestion des organisations sportives à des étudiants de licence 3 pour lesquels je leur enseigne ce coût. En 2014, je connais donc, Jérôme Frigou, la dépense de sécurité des Jeux de Sotchi. Et dans notre dossier de candidature monté en 2016, la dépense de sécurité pour les Jeux de Paris est de 182 millions d'euros. Or, la France est depuis le 19e siècle, elle aussi, une terre d'attentats. Ça n'appartient pas qu'à la Russie. Nous avons des problématiques de sécurité diverses, surtout sur un événement qui comprendra par exemple une cérémonie d'ouverture ouverte et en circulation. La sécurité de Londres était à 1 milliard et actuellement, le budget de la sécurité a été remonté à 419 millions d'euros en 2023. Vous trouverez bien sûr les sources de ce document dans le projet de montage du document olympique, phase 3, page 133 et page 93. Je suis assez précis sur les chiffres car, bien sûr, ils étonnent. Donc, il vaut mieux être précis sur les sources. Alors, cependant, il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau, comme le propose l'expression. Revenons sur base, encore une fois. Pour le CIO, il s'agit bien, dans le cadre d'une activité olympique, de promouvoir une indépendance des Jeux, une indépendance des athlètes, une indépendance de la compétition. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement quand M. Thomas Bach mentionne, à la veille de nos élections présidentielles, qu'il n'y aura pas d'incidence sur l'élection? J'ai coupé cette citation, mais préalablement, il exprimait que ces Jeux, les Jeux de Paris, seraient les premiers planifiés en matière de durabilité, de parité, d'héritage et de responsabilité financière. Alors, il a déjà dit ça, et ses prédécesseurs aussi, et ce, depuis au moins les années 90.
Par exemple, les Jeux de Londres devaient être des jeux durables du point de vue du traitement du climat. Il n'en a rien été. La source se trouve actuellement au musée de la Porte Dorée, avec d'excellents articles faits par des historiens, des économistes dans cet ouvrage, concernant les Jeux de Londres. Alors, revenons sur base, toujours en termes d'économie, je vais m'intéresser à 3 concepts utilisés en économie. Tout d'abord, celui de l'utilité espérée, par M. John von Neumann, qui est le grand auteur du maximin et du minimax en économie, à savoir, est-ce que nous montons bien des projets d'après une utilité espérée ou utilité fantasmée? Le deuxième concept qui m'intéresse, c'est celui de la rationalité. Il semble que dans ces choix économiques, c'est-à-dire si je reviens à l'organisation sociale de la satiété des besoins, nous, l'espèce humaine, ne faisons pas toujours, ou plutôt faisons le moins souvent, des choix irrationnels. Et quant à M. Vladimir Andreev, brillant chercheur de l'université Panthéon-Sorbonne, il révèle depuis plus d'une vingtaine d'années qu'il existerait un concept qu'il a nommé, qu'il a créé, qui s'appelle la winner's curse, la malédiction du vainqueur. Celui qui aurait l'attribution des jeux, en fait, subirait un effet de malédiction avec des coûts estimés multipliés au moins par 3 et des recettes estimées divisées au moins par 3. Voilà, en substance, ce que révèle M. Andreev. D'où ce décalage entre le prévu et le réalisé. Alors, la question de cette winner's curse est très bien présentée et expliquée dans l'ouvrage « Socio-économie du sport » de messieurs Bourg et Gouguet. Et messieurs Bourg et Gouguet nous présentent ici 4 solutions pour sortir de la malédiction du vainqueur. Tout d'abord, peut-être abandonner le mode d'attribution par enchère, c'est-à-dire la concurrence entre les villes qui veulent tous un dossier plus beau que les autres, mais mentent tous d'emblée. Le deuxième point serait de dire le CIO va payer l'intégralité des dépenses. Le troisième point serait d'instaurer un plafond de dépenses. On verra qu'il est possible de le faire, y compris pour un événement qui comprend 1,5 fois plus de sportifs que les Jeux Olympiques, ce qui s'est monté à Paris en 2018. Enfin, la 4e solution serait peut-être de restreindre les zones géographiques de travail. Alors, go back to the basics, une fois de plus. Le contrat de ville, la loi olympique, l'impôt olympique. 3 sujets souvent débattus. Il est étonnant de voir que s'il y a une montée en puissance des dépenses, c'est-à-dire un phénomène inflationniste, le CIO, quant à lui, est exonéré de toute charge d'impôt pendant la quinzaine des Jeux. La loi olympique a été votée à l'Assemblée nationale en 2016. C'était pareil pour l'UEFA lors de l'Euro, etc., etc. Et si le chef d'État a bien dit en 2021 qu'il n'y aurait pas d'impôt qui impacterait les franciliens et ou les Français, rappelons-nous qu'il y a une loi NOTRe, la loi sur la réforme des territoires, qui votait en 2015, prévoit que dans sa part intercommunale de l'impôt, entre 2017 et 2020, la métropole est libre de l'utiliser avec le vote des élus des communes, et à partir de 2020, libre de l'utiliser sans l'accord des communes. Donc indirectement, il existe déjà une forme d'impôt qui est utile à la métropole du Grand Paris pour le montage du dossier olympique ou le montage de tout un tas d'autres dossiers. Il n'a donc pas été nécessaire de créer un impôt, vu qu'une forme d'impôt existait déjà, mais pas pour le CIO. Alors la loi olympique, un auteur nous a rappelé qu'elle est sans cesse en train d'accompagner les villes qui accueillent ces Jeux, sans cesse, dans chaque ville. Que vous soyez à Pékin, que vous soyez à Sochi, sur des Jeux d'été ou d'hiver. Cette loi olympique, elle est partout votée, elle exonère partout. Alors, est-ce que ce serait une forme, encore une fois, de soutien de cette winner's curse? Il existe un phénomène en géopolitique qui s'appelle le soft power, que visent un certain nombre d'États, comme par exemple le Qatar, lorsqu'il a accueilli la Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite, lorsqu'elle accueillera les Jeux d'hiver du Sud-Est asiatique en 2029. Je vous le répète, l'Arabie Saoudite, Jeux d'hiver, ça ne semble pas compatible, et pourtant c'est voté. Eh bien peut-être que là encore, c'est un problème de dérégulation, d'absence de règles, qui fait que les États croient à une résonance sur la scène internationale du soft power, tel que l'a défini M. Joseph Nye, en échange de quoi il concède au CIO une loi olympique dans laquelle il y aura exonération de tout. Voici une petite illustration d'une vidéo faite très récemment et qui passe actuellement au cinéma sur les engagements de la métropole du Grand Paris. Non seulement les longueurs que je vous ai inventées tout à l'heure, mais la presse le sont complètement
Et bien évidemment, la métropole s'est échinée à nous livrer des jeux. Avec la Solideo, comme vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure, et bien sûr le Kojo. Il s'agit pour le chef de l'État, sur son projet de campagne de 2017, d'avoir une France plus sportive, plus 3 millions de Français. On voit ici les efforts de la métropole du Grand Paris pour mettre en avant l'ensemble des travaux qu'elle a produits afin de nous livrer en partenariat avec les différents organismes, Kojo, Solideo, l'État, le ministère des Sports, ce bel événement sportif. Mais qui n'est pas qu'un événement sportif, qui est essentiellement un événement socio-culturel et économique. Et on connaît tous la part de la musique dans ce qu'elle influence nos choix, nos décisions. Voici ce qu'est aussi Paris 2024. Et je vous rappelle qu'en économie, on ne peut pas être rival et solidaire à la fois. C'est le théorème de John Nash, pour lequel il y a eu 2 prix Nobel. Et donc, on ne peut pas y promouvoir le sport santé et promouvoir Coca-Cola. On ne peut pas promouvoir le partage, la construction sociale et promouvoir Coca-Cola. Ce n'est pas possible. C'est donc le problème et le biais d'un partenariat public-privé. Alors, les Jeux Olympiques, c'est un ensemble de choses, qualitatives et moins. C'est par exemple, dernièrement, le nettoyage social avec les SDF délocalisés. C'est la winner's curse d'un budget initial à 3,999 ou 6 milliards et actuellement à 12,6. C'est un budget sécurité faussé d'emblée quand on sait 2 ans après l'exercice des Jeux de Sotchi que nous serions si forts, que les Russes seraient si bêtes, que notre budget sécurité serait divisé par 10 par rapport au leur. Donc, les Jeux Olympiques sont un phénomène complexe, un méga projet, à considérer comme tel. Et considérer la winner's curse, c'est envisager l'avenir des Jeux. L'avenir des Jeux ne peut pas se situer hors de l'Anthropocène. C'est impossible. Alors pourtant, il semble que les CIO, dans le cadre de l'avenir des grands événements sportifs internationaux, aient déjà acté les Jeux du Sud-Est asiatique en Arabie Saoudite pour un coût de 500 milliards en 2029. Vous avez bien entendu, 500 milliards. C'est 1,5 fois le budget de la France. Pour des Jeux, pour faire du ski, en Arabie Saoudite. Et nous avons déposé un dossier de candidature pour les Jeux en 2030, dans lequel il est prévu, page 12, que ces Jeux seront sobres et responsables. Dans ce dossier de presse, il n'y a pas de budget. La première chose que j'apprends à des étudiants dès la L1, c'est à faire un budget équilibré, sur la base de dépenses et de recettes. Aussi, dans un contexte global qui se veut celui du traitement des problématiques du climat, qui était un des enjeux de l'exposé d'avant, on peut aussi considérer que si le climat ne se règle pas à coût de PIB, mais à coût de construction et de partage de la richesse sociale, alors le coût des Jeux, il est équivalent à peu près au coût de la réforme des retraites en 2030.
J'aime à citer les propos de M. Pierre Parlebas et de toutes ces femmes qui ont construit le sport, c'est-à-dire une construction sociale. Ah oui, une organisation sociale de la satiété des besoins. J'aime à citer M. Parlebas qui nous rappelle que nos finalités éducatives considèrent avec de fortes réticences ce qu'est le mouvement olympique actuellement et ce que sont les Jeux en particulier. Alors quel modèle voir devenir pour les Jeux olympiques? J'ai terminé dans une minute. On sait que les Jeux nous endettent. On sait que le seul modèle qui n'a pas connu l'endettement, c'est Los Angeles 1984. Pourquoi? Pas de PPP, que du financement privé. Mais on pourrait se dire qu'un investissement public global pourrait être aussi une solution. Pourquoi considérer le mot dette quand on peut le vivre sous la forme d'un investissement? Les Jeux dans le 93, utiles aux enfants du 93. Ce qui n'est pas le cas actuellement, le savoir nager, cette compétence développée par l'éducation nationale, ne se développe pas dans le 93 actuellement, malgré la construction des bassins. Et rappelons aussi que les Gay Games, montés en 2018 à Paris, et pour 18 500 sportifs, n'ont coûté que 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, contre 12,6 pour les Jeux Olympiques, pour 10 500 athlètes. Alors finalement, tout revient à une question de motivation. Ça, c'est la citation d'un article à paraître dans la revue Olympia, la revue de recherche, dans lequel on rappelle que sur l'ensemble des motivations, c'est souvent les motivations personnelles et ou politiques ou économiques, mais bien loin des motivations liées à la sustainability ou au développement social qui prennent le pas dans le cadre des manifestations olympiques. Et là, je cite M. Jean-Loup Chaplet, grand chercheur qui travaille à Lausanne et sur la question aussi des événements olympiques. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question, échange et critique. Merci à vous. Oui, merci beaucoup pour effectivement cet exposé qui nous questionne en fait à chaque slide, voilà, et qui nous interpelle. Et me demandais si le budget des Jeux pays par pays était d'une certaine façon proportionnel à la richesse, au point de PIB, etc. Enfin, est-ce qu'il y a une corrélation? Parce que vous parlez de l'Arabie Saoudite, justement, qui n'est pas le pays le plus pauvre de la planète. Voilà. Donc les budgets sont considérables. Est-ce qu'il y a un lien, en fait? Autrement dit, est-ce qu'on consent à dépenser pour les JO en fonction de la supposée richesse nationale calculée par le PIB? Alors, pas exactement. Cependant, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le niveau de médaille atteignable dans une Olympiade est corrélé au PIB dépensé dans l'activité sport par ce pays. Et lorsque, par exemple, Madame Laura Flessel, en 2017, excusez-moi, prétend que nous allons faire 80 médailles aux Jeux, c'est impossible. Car 80 médailles aux Jeux, c'est ce qu'est la moyenne entre la Russie et la Chine sur les 2 dernières Olympiades. Ce n'est pas possible. Parce qu'en matière de PIB dépensé dans l'activité physique et sportive, dans le pays, ça reviendrait à dépenser ce qu'ils dépensent et à que cessent de s'entraîner. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que dans l'attribution des Olympiades, essentiellement sur les activités d'été, les États qui obtiennent un niveau de médaille est corrélé au PIB dépensé et investi dans le sport dans ces États. Et au mieux, sur un effet à domicile, c'est prouvé par M. Claude Onesta, le grand architecte du plan Ambition Bleue, qui travaille actuellement sur la mission sport de haut niveau en France pour les JO. Ce qui est prévu et analysé par des économistes, c'est que l'effet à domicile ne vaut que pour maximum 25% de médailles supplémentaires sur la moyenne des 2 dernières Olympiades. Donc 42 médailles et 42 c'est Rio, 32 c'est Tokyo parce qu'il faut enlever la médaille de Steven Dacosta, champion olympique de karaté. Il n'y a plus de karaté aux Jeux Olympiques de Paris. La moyenne, ça fait 37, plus 25%, donc ça fait une petite moyenne de 45 à 50 médailles. Si la France fait ça, elle tient son rang en matière de PIB dépensé. Et dans un des chapitres de cet ouvrage, M. Vladimir Andreev, une fois de plus, nous rappelle qu'il manque 1,6 à 7 milliards d'euros pour que les médailles tendent vers l'objectif de rang 5 voulu par Emmanuel Macron. Et M. Claude Onesta a bien rappelé que tendre vers un rang 5 se fera sur plusieurs Olympiades, pas sur une. Ce n'est pas vouloir qu'il décide, car ce vouloir se change en pouvoir sur cette question du PIB investi. Or, et je vous le rappelle, alors ça fait partie d'une slide qui est ici, en 2017,
Le Centre national pour le développement du sport donnait 260 millions d'euros aux associations françaises que sont les fédérations. En 2018, l'année 1 du quinquennat Macron, on passe à 133 millions d'euros, donc divisé par 2, ça veut dire que les aides aux fédérations sportives en une année s'effondrent. Monsieur Noël Le Graët, président de la Fédération française de foot de l'époque, avant qu'il ne tombe sur les affaires de violence sexuelle, s'exprimait en contre le chef de l'État en 2018 en disant « Nous entrons dans une ère olympique, vous ne pouvez pas diviser par 2 les aides au mouvement sportif, car c'est le mouvement sportif qui, dans 8 ans, permettra d'aligner des sportifs exemplaires et des entraîneurs exemplaires afin de nous conduire vers des médailles possibles. » Donc il y a une vraie corrélation entre PIB et médailles possibles sur une Olympiade, tout à fait. C'est prouvé par un organisme d'études qui s'appelle PwC. Merci. Le projet de candidature pour Paris, il a beaucoup insisté sur le fait que Paris avait tous les équipements déjà pour que les JO puissent avoir lieu et que donc ce serait pour cette raison aussi que les Jeux seraient durables et beaucoup moins chers que les éditions précédentes, etc. Et finalement, est-ce que ce que vous dites, c'est que la part de la construction des équipements et de la rénovation, elle n'est pas si importante dans le budget? Est-ce que c'est vraiment une si grande différence par rapport aux Jeux de Londres, par exemple, ou de Rio? Alors, par rapport aux Jeux de Rio, où il y avait beaucoup de stades à construire, effectivement, la différence dans la part du construit et du bâti est bien plus importante à Rio que sur Paris. Cependant, sur Paris, on avait une problématique de taille qui était la problématique de la piscine. Car il ne s'agit pas seulement d'avoir un bassin olympique avec des normes très strictes sur les lignes d'eau, mais il s'agit aussi d'avoir les bassins d'entraînement qui les accompagnent, la tribune, les espaces médias qui l'accompagnent et un certain nombre d'éléments. Nous n'avions pas de village olympique, nous avions des espaces dédiés qui permettaient de les construire. Et se joue une problématique majeure qui est l'ensemble des transports en commun. Et je vous rappelle que sur cette slide, le CIO lui-même nous indique que l'ensemble des éléments qui conduisent au grand public, aux spectateurs, à la main-d'œuvre de mettre en place les Jeux, eh bien, ça inclut les éléments qui leur permettent de se déplacer. Or, nos Jeux, je vous le rappelle, ne se passent pas qu'à Paris et dans la Grande Couronne. Ils se passent à Lille, à Marseille, en Bretagne, à Tahiti pour le surf, bref, sur l'ensemble du territoire national. Je mets à part quelques territoires d'outre-mer qui ne sont pas ciblés par les Jeux. Mais même Tahiti est ciblé par les Jeux. Aussi, nous avons une vraie problématique. Et comme vous le dites, par exemple, si nous avons moins d'équipements, je suis désolé, je suis congelé, c'est pour ça que je tremble un peu. Si nous avons moins d'équipements à construire que ce n'était le cas, par exemple, à Tokyo, où il fallait construire un grand stade, nous n'avons pas de grand stade à construire, ou à Rio, où il fallait construire beaucoup d'infrastructures, nous sommes néanmoins rattrapés par soit des mises aux normes, soit des mises en conformité, certaines constructions telles que la piscine. Nous avons un centre équestre au château de Versailles qui doit être mis en œuvre. Nous avons des infrastructures au pied de la Tour Eiffel qui sont des infrastructures non pérennes qui vont être mises en œuvre. Et tout cela a aussi un coût qui a été anticipé. Mais une fois encore, on a dû faire un dossier qui est beau pour être accepté. En 2015, nous étions 5 villes candidates. En 2016, nous étions la seule. Nous n'avons pas gagné le concours des Jeux Olympiques. Nous étions seuls alignés sur ce 100 mètres que nous avons gagné par défaut d'adversaire. Et Los Angeles elle-même s'est retirée d'un pas en disant « je prends 2028 » pour monter un projet économique plus fiable que le nôtre. Ai-je répondu à votre question? Merci. Pour revenir sur le budget alloué au sport en France, sachant que Paris veut organiser les Jeux depuis les années 90 à peu près maintenant, pourquoi l'État n'a pas fait de ça une priorité et pourquoi ça a même diminué? Alors, j'ai entendu effectivement que le sport était une grande cause nationale, mais avec un budget cette année réaugmenté de 7%, si je ne dis pas de bêtises, on est passé de 828 millions d'euros à 888 dans le projet de loi de finances 2024. Donc ça veut dire que depuis l'année 2017, en bascule 2018, où le budget des sports a été divisé par 2, il est remonté d'à peu près 20 à 25% depuis, mais il est remonté de 20 à 25% sur la perte de divisé par 2. Donc il est remonté de pas beaucoup. Effectivement, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle en économie. Je ne peux pas vouloir quelque chose et décréter l'inverse. Je ne peux pas être rival et solidaire. C'est le théorème de John Nash qui est expliqué en parallèle par M. Rapoport en économie, avec le rhizome R
et S ne peuvent pas être égales. Je ne peux pas être rival et solidaire. Je ne peux pas décréter une chose et produire l'inverse. Donc il s'agit de phénomènes politiques, d'enjeux idéologiques. Et je ne peux pas, par exemple, souhaiter 3 millions de sportifs supplémentaires et je mets à part la crise Covid, car nous avions déjà perdu 1 million de licenciés entre 2016 et 2018 dans les fédérations françaises, vu qu'on était tombé à 16 millions de licences en 2018, avant la crise Covid. Et donc ces 3 millions de sportifs, il faut bien aller les chercher quelque part. Le sport est un phénomène culturel global, comme l'écrit Marcel Mauss en sociologie, et une population ne peut pas se décréter sportive sur injonction. On met en œuvre. Et le premier acteur de cette mise en œuvre, c'est l'EPS, des politiques qui, dès l'école, normalisent, banalisent, organisent l'action du corps en relation avec les autres. C'est comme ça que naît le goût sportif, qui est décrit par exemple par un sociologue comme Bernard Lahire, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça? Merci. C'est un collègue étudiant qui me fait le pense-bête au cas où j'ai des oublis. Donc, on a des problématiques, on décrète des choses, je veux plus 3 millions de sportifs, mais il faut des moyens assortis à cela. Actuellement, il y a un moyen qui est plutôt positif qui s'appelle le passeport, qui a été essentiellement relancé au moment de la crise Covid et que le département Val-de-Marnais mettait en place depuis très longtemps avec les actions des directions départementales jeunesse et sport de l'époque quand elles s'appelaient DDJS, mais ce n'était pas une globalité sur l'ensemble du territoire national. C'était une spécificité du point de vue des besoins des politiques locales. Ai-je répondu à votre question? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Frigo, pour cette présentation. Voilà, j'ai une petite question concernant le retour sur investissement. Vous avez parlé de dette, mais pour effectivement les dettes, soit. Mais combien d'années faudra-t-il pour avoir ce retour? Montréal, 40 ans. Albertville, 23 ans. Voilà. C'est-à-dire que Albertville, en 1990 jusqu'en 1993, voit sa fiscalité sur l'impôt local augmenter de 40% en 3 ans. Et l'ensemble de ces augmentations continueront sur une durée totale de 23 ans qui verra épurer cette dette qui n'est pas prise en charge par Coca-Cola, partenaire du CIO et ou par le CIO, mais pris en charge par les populations locales. Montréal, c'est le pire des cas. C'est entre 30 et 40 ans de remboursement de cette dette. Et on connaît un effondrement récent qui, en économie, n'est pas dû qu'aux Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques ont précipité la chute d'Athènes et du gouvernement grec. Ce n'est pas faute de gestion de la population grecque vis-à-vis de sa dette, ça n'a rien à voir. C'est juste que certains pays de l'Europe leur revendent à des taux d'emprunt de plus 8% ce qu'elles empruntent, elles, à 0 ou à 1%. C'est le cas de ce que fait la France et l'Allemagne quand ils revendent de la dette à la Grèce. Et donc, on sait que les Jeux Olympiques ont fait partie des phénomènes qui ont précipité la Grèce dans un effondrement économique au moment de la crise des subprimes en 2007 jusqu'en 2010. Pour le Brésil, on n'a pas encore de chiffres. Pour des pays avec des modes de démocratie, j'emploie démocratie avec des guillemets très différents, tels que la Russie et ou la Chine, il est difficile d'avoir des retours d'informations fiables. Ce qu'on connaît, c'est le taux de dépenses. Donc les Jeux de Pékin, c'est 32 milliards. Les Jeux de Sochi, c'est de 31 à 50 milliards selon les économistes. Monsieur Andreff est sur une tranche basse à 31 milliards pour des Jeux d'hiver qui concernent 4000 sportifs, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure. Donc on peut compter à plusieurs décennies, en règle générale. Ai-je répondu à votre question? Merci. Alors, parce que là, on parle de quantitatif, mais qualitativement parlant, avec tous les investissements qu'on peut faire pour la jeunesse, je pense que ça peut être évalué. Alors, au niveau qualitatif, il y a un excellent article dans cet avant-dernier numéro de la revue Jurisport qui est émise par le Centre de droit et d'économie de Limoges, qui présente que, assorti bien sûr au jeu d'Albertville, on a la construction d'une piste de bobsleigh qui est utilisée, mais qui n'est pas utilisée par exemple dans le cadre des scolaires, qui est utilisée dans le cadre de location par des personnes qui veulent faire un tour sur la piste ou par des équipes nationales ou internationales. Donc la question de l'héritage, encore une fois, est à voir dans le sens de son emploi. Est-ce qu'on est sur un service public dédié à une population et à un retour d'investissement, ou est-ce qu'on est à une mise en service public confié à un partenariat privé qui, lui, va vendre une prestation? Et là encore, pour l'instant, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse.
Ce qui est prévu, c'est que le village olympique soit converti en village étudiant, par exemple. Donc ça, ce serait une très bonne chose, quand on sait la fragilité du tissu étudiant au plan socio-économique en Île-de-France. Ce serait une chose admirable. Que les bassins olympiques soient maintenus et livrés aux groupes scolaires, aux universités du 93, pour que l'ensemble des personnes scolarisées dans le 93 puissent l'utiliser. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore mis en œuvre. C'est l'objectif. Au niveau du comité olympique, c'est l'objectif justement. Vous parlez d'héritage, et ça devrait être un héritage. Tout à fait. On va dire les années, la génération prochaine. Tout à fait. Et là encore, dans ce magnifique ouvrage, il y a tout un chapitre dédié à l'héritage, faussé ou réel, ainsi que dans cet ouvrage, Socio-économie du sport, de messieurs Bourg et Gouguet. C'est pour ça que j'ai amené de la biblio pour celles et ceux que ça intéresse. Merci beaucoup. Merci à vous.